et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme L'Égypte à la une. Et commençons l'édition d'aujourd'hui avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a enjoint dimanche au Premier ministre Mostafa Medbouli de former une commission d'enquête pour établir les causes de l'accident de train Le Caire-Mansoura qui a fait au moins 11 morts et près de 100 blessés dimanche. Il s'agit du deuxième accident ferroviaire majeur en moins d'un mois dans le pays. Selon un communiqué du gouvernement, 4 wagons du train qui se rendaient du Caire à Mansoura, à 130 km plus au nord, ont déraillé au niveau de la cité agricole de Tours. Les causes de l'accident n'étaient pas connues dans l'immédiat. Des dizaines d'ambulances ont été dépêchées sur le lieu de l'accident selon le ministère de la Santé. Des enquêteurs ont été envoyés sur place pour tenter d'en établir les causes. D'après une source de sécurité, le conducteur du train et d'autres responsables ferroviaires ont été détenus pour être interrogés. Le 26 mars, au moins 20 personnes sont mortes et près de 200 ont été blessées dans un accident de train près de la ville de Soheg. Le président Abdel Fattah el-Sisi a discuté jeudi lors d'un appel téléphonique des derniers développements concernant le barrage de la Renaissance, le grand barrage éthiopien, avec le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh. Dalia Karam nous donne plus de détails. Avec le président de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, lors d'un appel téléphonique, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué. Selon la présidence égyptienne, le président a affirmé la position constante de l'Égypte concernant la conclusion d'un accord juridiquement contraignant avec l'Éthiopie avant de commencer le deuxième remplissage du barrage. Les deux dirigeants ont convenu qu'il s'avérait important de parvenir à un règlement sur cette question afin d'éviter tout impact négatif sur la sécurité et la stabilité de la région. Mardi, le Soudan invitait l'Égypte et l'Éthiopie à des pourparlers tripartites pour discuter des options possibles sur la relance des négociations sur le grand barrage contesté dans les 10 prochains jours après l'effondrement des pourparlers dirigés par l'Union africaine au début du mois. L'Éthiopie prévoit d'aller de l'avant avec le deuxième remplissage du barrage qui devrait avoir lieu en juillet, bien que l'Égypte et le Soudan s'opposent à ce qu'Addis Abeba fasse une telle démarche unilatérale en l'absence d'un accord juridiquement contraignant. Le deuxième remplissage vise à collecter environ 18,4 milliards de mètres cubes d'eau du Nil bleu contre 4,9 milliards de mètres cubes obtenus lors du premier remplissage l'année dernière. Les présidents el-Sisi et Guelleh ont également discuté des moyens de renforcer les relations entre l'Égypte et Djibouti. Les deux présidents ont discuté du renforcement des relations économiques, des échanges commerciaux et des investissements environnementaux, ainsi que de la coopération bilatérale et régionale. Le président el-Sisi a également félicité le président Guelleh pour sa réélection pour un autre mandat. Le président Guelleh a exprimé sa grande appréciation pour les relations historiques et fraternelles reliant Djibouti à l'Égypte. Le ministre des Affaires étrangères, Samar Shoukry, s'est rendu dimanche soir à Nairobi dans le cadre d'une tournée africaine lors de laquelle il doit transmettre des messages du président Abdel Fattah el-Sisi aux dirigeants de ces pays. Monsieur Shoukry doit visiter les Comores, l'Afrique du Sud, la République démocratique du Congo, le Sénégal et la Tunisie. Cette tournée s'inscrit dans le cadre du souci de l'Égypte d'informer les pays du continent africain de la vérité des négociations sur le dossier du grand barrage éthiopien et de soutenir la voie pour aboutir à un accord juridique contraignant sur le remplissage et l'exploitation du barrage en tenant compte des intérêts des trois pays, et ce, avant le début du deuxième remplissage et l'adoption de mesures unilatérales, en plus de confirmer les paramètres de la position égyptienne qui appelle à lancer des négociations sérieuses et efficaces menant à l'accord escompté. Le chef de la diplomatie, Samar Shoukry, s'est rendu jeudi 15 avril en vidéoconférence avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Ils ont abordé les moyens de promouvoir le renforcement des relations entre les deux pays sur la base des liens solides de fraternité et de coopération fructueuse qui les unissent. Un commentaire.
Le chef de la diplomatie égyptienne Samah Chokri et son homologue marocain Nasser Bourita ont insisté sur l'importance de hisser les relations bilatérales au niveau des aspirations des deux chefs d'État, le roi Mohamed VI et le président Abdel Fattah al-Sisi qui co-préside la haute commission mixte bilatérale. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Dans ce cadre, les deux ministres ont affirmé que les dimensions économiques et d'investissement constituent un levier important pour la promotion des relations bilatérales appelées à être renforcées davantage dans l'intérêt des deux pays et peuples frères. Elles ont fait part de la capacité du Maroc et de l'Égypte d'instaurer une coopération complémentaire dans divers domaines à valeur ajoutée vu le positionnement stratégique, les potentialités économiques et les compétences humaines dont disposent les deux pays en plus d'un cadre juridique riche et diversifié dépassant 100 textes de loi. M. Bourita et Chokri ont également exprimé l'espoir de voir la situation sanitaire liée à la Covid-19 s'améliorer au niveau mondial pour programmer la 4e édition du mécanisme de coordination et de concertation politique dans les meilleurs délais au Caire. Ce mécanisme, ajoute le communiqué, offre un cadre institutionnel permettant aux deux pays d'échanger leurs points de vue et de renforcer la coordination autour des différentes questions qui les concernent au niveau arabe et continental. Au sujet du Sahara marocain, le ministre égyptien a réitéré le soutien constant de l'Égypte à l'intégrité territoriale marocaine et aux efforts sérieux et crédibles du royaume pour parvenir à une solution à cette question. S'agissant des affaires arabes et régionales, les deux ministres ont convenu que la situation arabe actuelle nécessite une coordination et des concertations accrues entre le Maroc et l'Égypte, jugeant nécessaire un effort arabe agissant pour le renforcement de la solidarité et l'unification des rangs arabes pour affronter les défis de taille auxquels le monde arabe fait face. Ils ont insisté sur l'attachement de leur pays à la sécurité de la région arabe et à la stabilité, exprimant leur refus de toute ingérence étrangère dans les affaires arabes et la nécessité de respecter la souveraineté des États, l'unité de leur territoire et constance nationale. Les discussions ont également porté sur l'évolution de la question palestinienne. À cet égard, M. Chokri a salué les efforts du roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, dans la défense de la ville de Jérusalem en tant que terre de coexistence entre les religions monothéistes. Les deux ministres ont en outre évoqué la situation en Libye, soulignant l'importance de progresser vers une solution globale qui puisse garantir la sécurité et la stabilité de la Libye ainsi que la prospérité de son peuple. Cette entrevue a été aussi l'occasion pour le ministre des Affaires étrangères d'informer son homologue marocain des derniers développements en lien avec le barrage de la Renaissance à la lumière des récentes négociations entre les parties concernées. À ce propos, Nasser Bourita a affirmé que le Maroc suit de près les pourparlers et espère voir les parties atteindre plus vite une solution à même de les satisfaire et de préserver les droits de tous afin de bénéficier collectivement des eaux du Nil. Il a aussi souligné que le dialogue, les négociations et les compromis sont la voie à suivre pour y parvenir. La deuxième frégate Frem Bergani, qui a été construite par la société italienne Fincantieri, est arrivée jeudi 15 avril à la base navale d'Alexandrie pour rejoindre la flotte de la marine égyptienne qui a connu récemment un grand essor technologique dans les systèmes d'armement et les compétences de combat, accompagnant ainsi les plus modernes systèmes mondiaux. Bergamini, qui a été construite par la société italienne Fincantieri, est arrivée jeudi 15 avril à la base navale d'Alexandrie pour rejoindre la flotte de la marine égyptienne. La frégate Berenice est l'une des deux frégates Frem qui font partie d'un accord conclu entre l'Égypte et l'Italie. La première, Al-Galala, a été livrée à l'Égypte en décembre 2020. Selon un communiqué publié jeudi par la marine égyptienne, la frégate multimission Berenice se caractérise par sa capacité à naviguer d'une distance de 6000 milles nautiques et possède de nombreuses caractéristiques techniques et des systèmes d'armement modernes qui lui permettent d'effectuer toutes les missions de combat en mer, ce qui en fait un grand atout technologique rehaussant les compétences de la marine égyptienne afin de pouvoir sécuriser les frontières et les lignes maritimes et protéger les forces terrestres le long de la côte lors des opérations offensives et défensives et préserver les différentes ressources naturelles de l'État en Méditerranée et en mer Rouge. Dans un mot de circonstance, le lieutenant-général Ahmad Khaled, commandant de la marine égyptienne, a affirmé que le commandement général des forces armées tenait à mettre en œuvre une stratégie globale pour développer et moderniser la flotte de la marine égyptienne afin d'améliorer les capacités de combat des forces navales égyptiennes.
Pour rappel, la marine égyptienne disposait déjà d'une frame, mais de conception française. Ce navire appelé Tahia Masr a été acquis en 2015 dans les mêmes conditions que les deux frames italiennes, lesquelles sont plus imposantes avec des capteurs et des armements différents. Le propriétaire japonais Cho Kaisen est en négociation avec l'Égypte sur la facture d'un montant de 900 millions de dollars. Selon l'autorité du canal de Suez, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour lors du blocage du canal par ce porte-conteneurs. Le destin de l'Ever Given, actuellement dans le Grand Lac Amer, se joue désormais sur le terrain juridique. Le point avec Dalia Kara. Le japonais du porte-conteneurs qui avait bloqué le canal de Suez a confirmé mercredi 14 avril être en négociation avec les autorités égyptiennes qui lui réclament 900 millions de dollars pour laisser repartir le bateau qui a été saisi. L'Ever Given, d'une capacité de 200 000 tonnes, s'était échoué le 23 mars, bloquant le trafic du canal de Suez qui concentre plus de 10% du commerce mondial avant d'être enfloué le 29 mars avec l'aide d'experts internationaux. Lundi, le quotidien gouvernemental égyptien El Ahram révélait que l'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagement, environ 750 millions d'euros. Le destin du bateau se joue désormais sur le terrain juridique, a affirmé mercredi le porte-parole du propriétaire Choi Kaisen. Selon l'autorité du canal de Suez, l'Égypte a perdu entre 12 et 15 millions de dollars par jour de fermeture du canal, emprunté par 19 000 navires en 2020, soit une moyenne de 51,5 navires par jour. Figurant parmi ses principales sources de revenus, le passage a rapporté environ 5,7 milliards de dollars au Caire en 2019-2020. Lundi dernier, au soir, le chef de l'autorité du canal de Suez avait fait état à la télévision publique de négociations en vue d'obtenir des dédommagements pour le préjudice subi. L'Égypte n'a commis aucune erreur dans cet incident, selon lui, faisant porter la seule responsabilité au navire. L'amiral Osama Rabia a vite affirmé que les négociations se poursuivaient et qu'il y avait encore beaucoup de points d'achoppement avec l'entreprise et l'assurance, à commencer par la somme. Selon le président de l'autorité du canal de Suez, le navire bâton pavillon panaméen Ever Given a été saisi en raison du non-paiement de la somme de 900 millions de dollars en vertu d'un jugement rendu par le tribunal économique d'Ismaïlia. Le montant correspond, selon la même source, aux pertes engendrées par le bateau à l'autorité du canal de Suez, outre son renflouement et les opérations de maintenance. Rappelons que plus de 400 navires avaient été bloqués au nord et au sud de l'isthme de Suez durant 6 jours, formant de gigantesques embouteillages qui ont mis plusieurs jours à se résorber. La production de la voiture électrique Nasr E70 doit démarrer à la mi-2022. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Affaires publiques, Hicham Toufi, dans un communiqué publié mardi 13 avril. Ce véhicule pourra être ravitaillé par des chargeurs à vitesse différentes et une fois rechargé à fond, peut parcourir 400 km, a fait savoir le ministre, ajoutant que pour un trajet de 300 000 km, la E70 économiserait, à comparer avec une voiture à l'essence, l'équivalent de 200 000 livres égyptiennes. Un commentaire. L'Égypte veut réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Ces dernières années, le pays a initié plusieurs projets qui s'inscrivent dans le développement des énergies propres. Lundi 18 janvier, le pays a signé 2 accords avec la société géante chinoise Dongfeng pour la production de la première voiture électrique égyptienne dénommée Nasr E70. Dans le cadre de cet accord, le partenaire chinois va doter l'usine de Nasr, la compagnie automobile publique, des dernières technologies et méthodes de production. À en croire le ministre des Affaires publiques, Hicham Toufi, la société Nasr produira localement 50% des composants de la voiture électrique. Elle sera soutenue par un centre de recherche et développement, fruit de la coopération entre Dongfeng et l'entreprise égyptienne Bright Skies Technologies. Concernant la voiture, sa vitesse de pointe sera de 150 km/h pour une puissance de 145 chevaux. Elle pourra parcourir 400 km sur une seule charge. La production des premiers exemplaires est prévue dans un délai d'1 an à compter de la date de signature de cet accord. À terme, le projet vise à produire 25 000 voitures par an et selon des études de marché, il est prévu l'augmentation de la cadence alors que l'Égypte entend couvrir le marché régional.
Notons que ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de développement Vision 2030 du pays, lequel prévoit l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables et l'adoption de modes de consommation et de production durables. Le mois béni de Ramadan a commencé mardi dernier, le 13 avril, en Égypte. Pour la deuxième année consécutive, les célébrations du Ramadan ont été affectées par la pandémie du coronavirus. Dalia Karam nous donne plus de détails. Le Ramadan se déroulera une fois de plus dans un contexte particulier. Ce mois de jeûne béni pour les musulmans a commencé mardi 13 avril en Égypte. Pour la deuxième année consécutive, les célébrations du Ramadan ont été affectées par la pandémie de coronavirus. L'année dernière, les musulmans ont été privés d'une grande partie de ce qui fait la spécificité du mois, car les autorités luttaient contre la pandémie. À l'époque, l'Égypte, comme de nombreux pays, avait fermé les mosquées et interdit les prières du soir pour éviter les attroupements. Dans toute la région, les autorités tentent de concilier restrictions et traditions. Mais cette année, les marchés égyptiens sont plus détendus. De nombreux acheteurs sont venus pour acheter des dattes, aliments de base dans les foyers pendant le mois de jeûne. Pour renforcer l'ambiance festive, de nombreux parents achètent des lanternes pour leurs enfants. Pour les acheteurs, la situation est bien meilleure qu'au début de la pandémie. L'atmosphère du Ramadan est bien meilleure que celle de l'année dernière, car c'était le début de la pandémie et il y avait un couvre-feu. Mais cette année, les gens sont plus conscients. Il y a un vaccin et les gens prennent des mesures de précaution. L'année dernière, les gens avaient un peu peur, mais cette année, ils ont décidé de profiter et de faire la fête. Le palais d'Antoniadis, du nom de son commanditaire, Sir John Antoniadis, qui, en 1860, a voulu une villa inspirée du château de Versailles, est au cœur d'un domaine de verdure habité depuis l'Antiquité. Antoniadis est mort en 1895. Léguant sa villa à son fils avec une recommandation à son fils de céder ensuite la propriété de la ville d'Alexandrie, ce qu'il a fait en 1918. Voyons ensemble. Antoniadis est un lieu hors du monde. Même si l'histoire s'y rappelle à notre bon souvenir avec quelques statues de marbre blanc représentant de grands noms des découvertes lointaines. Christophe Colomb, Magellan, Vasco de Gama. On y trouve également une tombe datant vraisemblablement de l'époque ptolémaïque, connue sous l'étrange appellation de tombe d'Adam et d'Ève, sans doute en raison de sa situation dans un tel environnement paradisiaque et à cause d'un dieu serpent qui décorait la chambre funéraire à laquelle on accède par un escalier de 44 marches. Dans ce cadre de verdure est implanté un palais bâti au milieu du XIXe siècle. Il porte le nom de son commanditaire, Sir John Antoniadis, qui voulait habiter une villa inspirée rien moins que du château de Versailles. Né en 1819, ce riche citoyen grec, originaire de l'île de Lemnos, arriva en Égypte en 1833 avec nombre de ses compatriotes. Président de la communauté grecque d'Alexandrie, consul général de Belgique, il fut doté de la citoyenneté française. Mieux, il fut anobli par la reine Victoria. À sa mort en 1895, il légua sa villa à son fils, avec la recommandation de la céder ensuite avec le jardin à la ville d'Alexandrie, ce qui fut fait en 1918. Le palais, qui ne se visite pas pour l'instant pour cause de restauration en cours, se compose d'un sous-sol de 434 mètres carrés, d'un rez-de-chaussée de 1085 mètres carrés et d'un étage de 860 mètres carrés. Des hôtes de marque y ont séjourné, notamment des rois d'Égypte et d'Europe, ainsi que le shah d'Iran, Mohamed Reza Pahlavi, alors marié à la princesse Fawzia, sœur du roi Farouk d'Égypte. En 1936, la villa a accueilli la cérémonie de signature de l'accord entre l'Égypte et la Grande-Bretagne, qui stipulait l'évacuation de toutes les troupes britanniques présentes sur le sol égyptien. À partir de 1970, l'état de la villa commença à décliner. Puis, en 2004, la villa et son jardin furent donnés à la bibliothèque d'Alexandrie. Celle-ci a alors entrepris un vaste programme de restauration de l'édifice sous la houlette du directeur du Centre des études Alexandrie et Méditerranéenne pour en faire une annexe de prestige pour ses activités.
Le palais, précise l'architecte, servira de lieu de séjour pour les délégations étrangères en visite en Égypte dans le cadre de l'échange culturel entre l'Égypte et les pays de la Méditerranée. Il deviendra également le siège permanent pour le dialogue euro-méditerranéen. Capitale de l'Égypte jusqu'à la fondation du Caire, la belle Alexandrie n'a assurément rien perdu de sa splendeur. Situé au sud-est du gouvernorat d'El Fayoum, Wadi Rayyan est une dépression profonde en pierre calcaire de l'ère de l'Éocène. Wadi Rayyan a été proclamé une réserve en 1989 en but de protéger les ressources biologiques du secteur géologique et culturel unique. Cette réserve, qui couvre une superficie de 1759 km², comporte une grande diversité environnementale. Voyons ensemble. Wadi Rayyan, ou la vallée de Rayyan. Située au sud-est du gouvernorat d'El Fayoum, elle est une dépression profonde en pierre calcaire de l'ère de l'Éocène. Wadi Rayyan a été proclamée une réserve en 1989 en but de protéger les ressources biologiques du secteur géologique et culturel unique. Cette réserve naturelle couvre une superficie de 1759 km² au sud-ouest de la province d'El Fayoum. Elle comporte une diversité environnementale, chacune avec sa propre faune caractéristique. Sur les deux lacs de Wadi Rayyan se trouvent de nombreux oiseaux migrateurs et sédentaires, ainsi que quelques monuments et fossiles maritimes importants. La vallée de Wadi Rayyan se compose d'un lac supérieur de 5090 hectares, d'un taux de salinité de 1,5 g par litre et d'une profondeur maximum de 22 mètres. Et d'un lac inférieur de 6200 hectares, d'un taux de salinité de 2,8 g par litre et d'une profondeur maximum de 34 mètres. La région des chutes relie les deux lacs. Leur différence de niveau est de 20 mètres et se caractérise par la densité des poissons. Cette région est l'une des régions de sports d'hiver comme l'équitation. La région des sources de Rayyan est située au sud-ouest du lac inférieur. Elle comprend des dunes de sable dense et mouvant et 3 sources sulfuriques naturelles. Elle se distingue par l'existence de certaines espèces de plantes désertiques, de 5 espèces d'animaux sauvages et de 16 espèces d'oiseaux résidents et migrateurs. La région du mont Al-Rayyan, c'est la région qui entoure le sud et le sud-ouest de la région des sources. Elle comprend une variété d'oiseaux résidents et migrateurs, quelques vestiges et quelques fossiles maritimes importants. La région des lacs d'El Raya, qui est un environnement naturel calme et dénué de pollution. La région de Wadi Rayyan se distingue par son environnement désertique intégré, ses dunes, ses sources naturelles, sa flore, sa faune, ainsi que ses fossiles maritimes importants et variés. Et avec la réserve de Wadi Rayyan, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme L'Égypte à la une et également la fin de la transmission en langue française qui reprend à 18h locale. Merci pour votre fidélité à Nile TV International. Bonne soirée. Au revoir.